Alors, après l'affaire Dreyfus, nous avons effectivement ensemble mis au point la prise du pouvoir par Philippe Pétain pour le cinéma et pour la société Gaumont. Nous avons fait, je crois, bien avancer l'opinion publique concernant euh, le pétainisme, suite au film que Marcel Ophuls avait déjà commencé à questionner avec Le chagrin et la pitié. Et le film a été aussi un grand succès, mais pas autant que l'affaire Dreyfus. Dreyfus, l'intolérable vérité, est, est probablement le film dont je suis le plus fier, dans la mesure où il m'a permis à la fois de cristalliser la révolte qui était en moi en mai 68 et le fait de retrouver euh, la manière d'aborder l'histoire qui avait été qui m'avait été enseignée lors de mes études universitaires avec l'école des Annales. Tant et si bien que Dreyfus, l'intolérable vérité, est, est aujourd'hui probablement un, un film, je dirais pas un film exemplaire, mais un film type de ce que doit faire l'histoire lorsqu'elle analyse, étudie ou radiographie un, un scandale. Hein. Car il est évident qu'on ne connaît bien que les scandales vous permettent de mieux connaître la structure de la société. Et l'affaire Dreyfus est pour moi exemplaire. Alors Henri Guillemin, il m'a beaucoup apporté dans la mesure où ma, mon travail heuristique concernant l'histoire en a été profondément modifié. J'avais en 1964, 65 et 66 dirigé une collection documentaire historique à l'ORTF où nous avions Jean Mauduit, Bernard Revon et moi-même, qui étions les producteurs de cette série, qui s'appelait Présence du passé, mis au point un système qui consistait à regarder l'histoire avec des yeux de journaliste. Or, l'intrusion d'Henri Guillemin dans mon univers mental fait que mon heuristique en a été transformé. Et la nature même de ma recherche m'a reporté effectivement à l'école des annales. Car qu'est-ce qui est devenu le plus important pour moi sont les petites choses, les faits divers, les mentalités, les humeurs, les sensibilités, un peu finalement ce qu'avait esquissé Michelet dans son Histoire de France. Tant et si bien que cet enseignement de Guillemin, cet encouragement à, à voir l'histoire du côté des vaincus et des petites gens, a été pour moi un guide permanent qui m'a poursuivi jusqu'au jour où j'ai, euh, après entré à l'Institut national de l'audiovisuel, je me suis mis à réaliser un certain nombre de téléfilms qui aujourd'hui me paraissent intéressants, notamment Les Captifs de l'an 40, La Libération de Paris, etc., etc. J'en ai fait quand même une bonne douzaine. Et je dois dire que la méthode Guillemin est une méthode tout à fait originale, dans la mesure où elle sait très exactement, elle reste au niveau des faits. Et c'est ça qui est important. En restant au niveau des faits, on ne peut pas mentir. On peut interpréter, présenter, contredire ou éclairer, mais on ne peut pas mentir. Et ce qu'a fait Guillemin sur la guerre de 70, sur la commune, et sur tous les sujets qu'il a traités, notamment l'énigme Esterhazy, dont on parlait tout à l'heure, est exemplaire. Car il est évident qu'en partant des faits et en mettant les faits bout à bout, on arrive à une évocation de l'histoire qui est assez proche de la vérité. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Si effectivement la méthode Guillemin est une méthode de désenfumage historique, on fait un grand pas en avant, car la société dans laquelle nous vivons est une société enfumée. Et cette société enfumée, Guillemin a contribué à la purifier
à lui donner une autre allure. Et l'affaire Dreyfus, donc maintenant, puisqu'il s'agit d'elle, est importante dans la mesure où c'est la transition entre le 19e siècle et le 20e siècle. C'est la transition entre une société qui n'est pas encore la société du mensonge, mais qui va devenir l'être, et la société du spectacle, celle qui a été définie par Guy Debord en 1967 dans son ouvrage clé, si on veut comprendre quelque chose de 1968 et à l'explosion, à la révolte, à la commune étudiante. L'affaire Dreyfus permet de radiographier la société française dans tous les sens. Et en particulier par le fait qu'elle est révélatrice d'un antisémitisme profond, intrinsèque et latent, qui existe depuis toujours dans la société française. Il existe, cet antisémitisme, et il parcourt toutes les classes sociales. Cet antisémitisme est à la fois à droite et à gauche. C'est ça que n'ont pas compris les gens aujourd'hui. Cet antisémitisme est un antisémitisme qui est né probablement d'une manière religieuse, du Golgotha, du Christ. Il est religieux au départ. Ensuite, il évolue au Moyen-Âge avec les usuriers et les fluctuations du climat qui font que les usuriers et les prêteurs sur gage sont haïs par un certain nombre de gens qui en sont les victimes. Et au XIXe siècle, cet antisémitisme est un peu le contre-coup, en France en tout cas, d'un pays qui était purement rural et purement agricole et qui assimile mal la révolution industrielle. Et notamment, sous le Second Empire, de l'explosion du capitalisme en France. Tant et si bien que l'antisémitisme, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où l'affaire Dreyfus explose en 1894, est à la fois une manifestation de l'anticapitalisme de la classe ouvrière, qui est latent, qui n'est pas un anticapitalisme véritablement fixé, concret, et dans les classes moyennes, un déni de ce qu'avait fait la Révolution française en attribuant la citoyenneté française aux Juifs. C'est difficile à expliquer, c'est complexe. Mais cet antisémitisme est diffus, il est là. On ne peut pas le combattre d'une manière ponctuelle. Il faut le combattre d'une manière générale. Et rappeler surtout que cet antisémitisme a une longue vie. Il faut le combattre sur la longue durée de l'histoire. Si on le combat sur la longue durée de l'histoire, si on explique ce que fait le bon film, je crois qu'on peut arriver non pas à l'éradiquer, mais en tout cas à le maintenir et à le faire reculer d'une manière tout à fait importante. Avec notamment, quand j'ai fait Dreyfus, la tolérable vérité, toute la première partie du film est une relation à deux voix une narration de l'affaire, qui est un véritable roman policier, avec un dialogue entre Marcel Thomas, bibliothécaire, chef du service des manuscrits de la Bibliothèque nationale, et Henri Guillemin, donc agrégé, prof d'histoire et de littérature. Donc c'est un dialogue entre deux, l'un étant le suppléant de l'autre, ou l'un donnant la réplique à l'autre. Donc, je dois dire que au calme et à la pondération de Marcel Thomas, qui s'oppose à la verve caustique et polémique d'Henri Guillemin, on a un récit qui est formidable et qui emballe, qui est vraiment qui est captif pour le spectateur. Mais je ne me suis pas arrêté là. Le film, c'est la raison pour laquelle il a eu tant d'ennuis avec la censure, car il a été matraqué de toutes les manières possibles et imaginables. Il a été refusé, censuré, on m'a donné une avance sur recette qui n'a pas été versée,
les salles ne voulaient pas le prendre. Il a fallu le sortir en 16 mm dans un petit cinéma des Champs-Élysées. Ça a été un véritable calvaire. Là. Et puis en plus, c'était le premier film français sur l'affaire Dreyfus. Il y avait eu Méliès, qui était au départ, qui était conjoncturel. Mais il y avait eu des films américains. Il n'y avait jamais eu de film français. C'est le premier. Alors, pourquoi a-t-il été véritablement censuré? Parce qu'il y a une deuxième partie qui pose des problèmes. La deuxième partie répond à cette question toute simple. Pourquoi l'affaire Dreyfus? Et c'est là où, effectivement, je fais preuve d'impertinence officielle et probablement c'est intolérable pour un certain nombre, disons pour l'establishment, que quelqu'un se demande pourquoi l'affaire Dreyfus. Et là, je me suis lancé dans une recherche, qui est la recherche de l'antisémitisme utilisé comme arme politique. Donc la manipulation de l'antisémitisme comme arme politique. Je trouve ça particulièrement... C'est pour ça que le film s'appelle L'intolérable vérité. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, après la défaite de 1870, la naissance de l'Empire allemand et le Kulturkampf de Bismarck, qui était plutôt tolérant par rapport disons, au rapport entre l'Empire allemand et la France, il y avait des problèmes qui d'ailleurs sont des problèmes de frontières. Il y a eu l'affaire Schneebly en Moselle. L'Allemagne a annexé l'Alsace, une partie de la Moselle, mais en Moselle, il s'est passé une chose importante. On a découvert du minerai de fer, un minerai de fer, la minette de Lorraine, qui était d'une richesse insensée. Et les Allemands ont voulu le récupérer complètement pour la Ruhr, pour l'industrie. Donc, a succédé à un combat politique et militaire, a succédé à un combat capitaliste. D'où, effectivement, les problèmes qu'ont eu les Allemands pour maintenir leur hégémonie sur l'Alsace et la Lorraine vis-à-vis de la France, qui, elle, ne pensait qu'à une chose, c'est récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il y avait une sorte de nationalisme nouveau qui s'était emparé de la population et qui a créé le boulangisme, notamment. Le fameux boulangisme qui était le Front National de l'époque. C'est-à-dire on s'est mis à adorer un général qui était pourtant un pauvre type, mais il était nationaliste et il était là, il donnait de l'espoir. Et il s'est passé... Bismarck a été viré par Guillaume II, qui a nommé à sa place Caprivi. Caprivi, on ne le connaît pas. Caprivi, qui est le nouveau chancelier allemand, qui est un autocrate, un monarchiste à tout crin, était profondément antisémite. Un antisémite religieux. Mais il s'est dit, dans le fond, pour déstabiliser la France, le mieux c'est de souffler sur les braises de l'antisémitisme, puisqu'il y a un fond antisémite en France. Et il a financé des journaux. Il a financé même dans des grandes... J'ai retrouvé les traces des virements qui ont été faits à la Libre Parole, à un certain nombre de journaux français. Et il y a eu effectivement une grande campagne antisémite en France. La grande campagne antisémite a explosé lorsque, par un hasard de l'histoire, mais il n'y a pas de hasard hasardeux, si j'ose dire. Il y a parfois des hasards qui portent à conséquence. On a découvert dans la corbeille de l'ambassade un brouillon plus ou moins bien orthographié, c'est le fameux bordereau de l'affaire Dreyfus. Et il a utilisé l'affaire Dreyfus comme une arme de guerre contre la France, qui avait réussi à mettre au point un canon de 75 mm qui tirait sans se dépointer. C'est-à-dire, il gommait l'effet de recul du canon, ce qui lui donnait à l'armée française une supériorité dans l'artillerie. Et donc, petite cause, grand effet.
Donc on assiste à la fin du XIXe siècle, à un moment où la République des Ducs, qui avait succédé à la Commune de Paris et qui avait donné une fausse république, car en fait c'était une république radicale socialiste de classe moyenne, qui était restée profondément réactionnaire. Là, il faut dire que Adolphe Thiers avait vraiment fait les choses bien. En évitant le comte de Chambord, ils avaient construit une république archi-réactionnaire, et qui était vraiment disposée à passer outre toute revendication salariale et tout mouvement social. Et donc la fin du XIXe siècle amène l'affaire Dreyfus dans un climat délétère, avec ce scandale épouvantable. L'armée française est trahie. Elle est trahie par qui? Elle est trahie par un juif, un capitaine juif qui vient d'Alsace. Quelle horreur! Voilà, donc ça commence comme ça. Et là, on entre dans la société du mensonge. Parce que tout ce qui va se passer après, et ça Guillemin et Thomas le racontent très bien, et ainsi que tous les gens qui ont étudié l'affaire, tout va être ça va être une série de mensonges, de déni, de masques, d'enfumage complet. Tant et si bien que jusqu'à la réhabilitation, le pauvre Dreyfus va être condamné, etc. Bon, je ne vais pas raconter le film, mais il va se passer vraiment une série d'événements qui vont tomber dans un imbroglio qui va nous conduire à la guerre 14-18. L'affrontement, finalement, aura lieu en 1914. L'affaire Dreyfus, c'est non seulement l'histoire d'un antisémitisme utilisé comme arme politique, mais c'est le révélateur d'une société qui est complètement atomisée. C'est l'exercice de la raison d'État. C'est l'établissement militaire ne peut être discuté. C'est un certain nombre de tabous qui sont prononcés et qui font que la République n'est pas finalement un bon système. La République est un leurre. On est en plein dans la société du spectacle, qui va donc s'affirmer au lendemain de la guerre, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'extraordinaire lucidité de Guy Debord, qui en parle, qui va nous amener à l'explosion de mai 68, qui est un grand moment, malheureusement trop court, comme a été la Commune, de l'histoire, où le peuple aurait pu prendre le pouvoir, et il ne l'a pas fait. Mais, bon, l'antisémitisme est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le combattre? On fait des belles phrases, on fait des marches silencieuses, on fait des... Bon. Il est là parce que le Proche-Orient a un impact sur la société française. Pourquoi a-t-il un impact sur la société française? Parce que dès l'affaire Dreyfus, des colonies juives ont été créées en Palestine, à l'initiative de la banque Rothschild. Donc on peut dire qu'une des conséquences de l'affaire Dreyfus, c'est la naissance de l'État d'Israël. Vous voyez comme tout est lié, comme tout se tient par la main. Car en dehors de l'histoire officielle, qui est une histoire qui est bien peinte, qui est bien ripollinée, qui est... Bon, il y a l'histoire, il y a il y a l'histoire désenfumée. Et cette histoire désenfumée, je crois il faudrait qu'on puisse l'enseigner dans les lycées et collèges, qu'on puisse donner l'esprit critique à ceux qui sont sous la chape de plomb d'une propagande, d'une chape de plomb d'une propagande et d'une mainmise sur l'opinion publique. L'opinion publique ne doit penser que dans un sens. Aujourd'hui, où les milliardaires
ont mis la main sur les moyens d'information et où la télévision française, dite française, ne fonctionne qu'en fonction de l'audimat et en fonction des impératifs commerciaux qui est les siens, on aurait besoin qu'il y ait un contre-pouvoir, une contre-information. Et des guillemets, on en aurait besoin aujourd'hui à l'appel. Sinon, ce pays va prendre le chemin des démocratures. C'est-à-dire que la République, d'ailleurs, la République n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots sans aucune signification. On va aboutir à une sorte de... On râle contre Trump, contre Poutine, mais on prend le même chemin. On prend le même chemin. Et c'est pour ça que j'ai essayé de modestement d'écrire quelques livres pour exprimer un point de vue qui est insolent. Mais je suis pour l'insolence.